Envie quand même de se dire que la vie continue, la vie reprend son droit, mais tout peut arriver en fait. C'est ça qui fait peur et qui est terrible, Florian Gérard-Mercier. Oui, non, c'est ça qui est affreux. J'étais à Strasbourg l'autre jour, effectivement, quand vous rentrez, c'est un peu bunkerisé, quoi. Il y a des barrières partout, c'est pire que pour les JO, hein. Il y a vraiment des gilets jaunes de sécurité qui vérifient les sacs. C'est la vie dans laquelle on va devoir vivre aujourd'hui, dans laquelle nos enfants vont devoir vivre. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui vont dans les marchés de Noël en Pologne ou en Tchéquie, où là, pour le coup, il n'y a pas toutes ces mesures de sécurité-là. Donc, il faut aussi poser ce type de questions. Et c'est vraiment, on est dans quelque chose de tragique et de très révélateur de la situation dans laquelle on est et dans laquelle est la France aujourd'hui. Envie de mettre tout ça de côté et peu importe que le gouvernement soit nommé avant Noël, après Noël, de toute façon, ça ne changera pas notre quotidien. C'est clair qu'il y a de ça. De toute façon, la loi spéciale de finances a été votée à l'unanimité. Donc, en fait, la France a un budget. Le 1er janvier, elle va pouvoir continuer à fonctionner. Enfin, l'action publique va pouvoir continuer. En tout cas, il n'y a pas de budget à proprement parler, mais l'action publique va pouvoir continuer. Donc, il ne va pas y avoir d'impact dans le court terme. Pour certaines priorités, il y a besoin d'avoir un budget peut-être en janvier ou en février. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de créer un gouvernement. Mais il n'y a pas d'urgence, en fait, à ce stade. Donc, est-ce que les Français sont intéressés de savoir quoi ou qui va rejoindre, je pense pas. Et même, en fait, il y a une forme, au-delà de la lassitude, même un peu de dégoût qui se forme. Quand on regarde dans les derniers sondages, il y a plus de 80% des Français qui pensent que les représentants politiques sont plus intéressés par leur propre intérêt que par l'intérêt du pays et par leurs priorités à eux. Et moi, ce qui me choque ici, c'est qu'on est toujours, en fait, dans le même fonctionnement. On met des personnes, on réfléchit aux personnes avant de réfléchir aux politiques. Là, on a mis François Bayrou, puis là, maintenant, tout le monde s'intéresse à qui va être quoi dans la sphère politico-médiatique. Mais les Français, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'action, c'est savoir comment est-ce qu'on va redonner du pouvoir d'achat, comment est-ce qu'on va redonner de la sécurité, comment est-ce qu'on va maîtriser l'immigration, par exemple sur la crise de Mayotte, comment est-ce qu'on va reconstruire Mayotte. Tout ça, c'est des choses. Il y a zéro plan d'action, il n'y a aucune politique publique qui est discutée, c'est que des questions de personnes. Voilà. Et Bruno Retailleau pose ses conditions, c'est rare finalement pour un ministre. On a presque affaire à un vice-premier ministre là. C'est tout à fait ça. Il faut dire que Bruno Retailleau a quand même pris énormément d'ampleur dans le dispositif du gouvernement Barnier. Et puis, il faut quand même rappeler quelque chose, c'est que Bruno Retailleau est le chef de la majorité sénatoriale. Donc, il pèse quelque chose. Il apporte quelque part le Sénat à ce gouvernement. Et c'est pas rien, le Sénat. Donc, quand on voit certaines nominations à gauche, combien de députés ces potentiels ministres apportent ? Pas beaucoup. Donc là, c'est normal. C'est vraiment normal que Bruno Retailleau fasse ça, pose ses conditions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend exactement les lignes rouges de LR. Et donc en fait, c'est la preuve qu'il y a une bonne cohésion de LR ici, qu'ils posent leurs conditions, leurs lignes rouges qui sont claires. Pas de ministre du NFP, pas de politique du NFP sur la politique économique, migratoire, etc. Des lignes assez claires. Et donc, pour revenir sur le sujet, je pense que le jour où François Bayrou finalement ne tient pas ses promesses et que les gages ne sont plus là, ils n'auront aucun problème à sortir de ce gouvernement. Il l'a dit lui-même, ce n'est pas quelque chose. S'il est au gouvernement, c'est pour agir, et ce n'est pas pour, comme François Bayrou, pour le poste, quoi, clairement. Là, effectivement, c'était utile de se fondre dans le macronisme. Aujourd'hui, c'est un risque de mort assuré. Excuse-moi, Élodie. Désolé, mais il ne s'agit pas de se fondre dans le macronisme, justement. Il y a des lignes rouges qui sont très claires. Ici, le macronisme n'est pas vraiment en train de s'exprimer. Je pense que François Bayrou... Sur réformer, par exemple, la Constitution, à peine Bruno Retailleau n'a eu de cesse de le réclamer en tant que président du groupe LR au Sénat, à peine ministre de l'Intérieur, il a dit qu'il n'y toucherait pas. Il y a quand même il n'y avait pas oui, mais ce qui veut dire que voilà, il y a énormément de choses qu'on peut faire déjà par les ordonnances et qu'effectivement il a commencé à mettre en œuvre en étant ministre. Donc, mais on voit le discours évoluer en entrant effectivement en Macronie. Amine Elbaï. Oui, je vais contredire le message politique qu'ils ont tenu pendant 6 ans en disant non, nous n'intégrerons jamais. Pendant les législatives. Y compris pendant les législatives. Ou alors, je suis désolé, mais c'est très mais c'est pas différent. Rejoindre Macron avant les législatives, c'était pas possible, puisque il y avait, c'était une majorité clairement du président. Là, aujourd'hui, on est quand même dans un Parlement de cohabitation. Le problème fondamental, c'est qu'Emmanuel Macron ne veut pas le reconnaître. Et donc ça, je suis d'accord avec vous que, si, puisque le camp présidentiel est clairement très minoritaire. Donc,
Vous savez, le sujet ici, Florian, c'est que pas de langue de bois. Je veux dire on a quelque besoin chose. de coalition. Il y a besoin d'avoir une coalition gouvernementale. Dans tous les autres pays européens, sur 27 pays européens, il y en a 23 où il y a des coalitions qui sont au pouvoir. Oui. Et les gens ne se réunissent pas en rentrant dans les coalitions. Oui, mais dans les autres pays, ça marche sur les textes. Là, ça marche que pour les postes. On s'est réparti les postes. Par contre, on voit qu'à l'Assemblée, ça marche pas. C'est exactement ce que j'ai dit en propos liminaire. Rappelez-vous, j'ai dit on est dans une politique de personne et que c'est le problème. Pour conclure, est-ce que Bruno Retailleau est le grand gagnant de la mauvaise série dont je vous parlais juste avant ? Ah bah, si en tout cas il a eu des gages assez fermes et qu'il est capable de pouvoir faire passer les textes, ou en tout cas de continuer son action en étant ministre, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir des polémiques de la gauche en permanence, oui, il sera clairement le grand gagnant. Et le jour où on lui bloque son action, il pourra effectivement partir la tête haute. Mercier, pourquoi cet individu n'a pas été arrêté avant de commettre cette attaque? Parce que évidemment, il y a plein de choses, plein de questions qui se posent autour de cette personne. C'est clair qu'il y a beaucoup de questions. Il faut peut-être rappeler qu'il y a quand même eu donc des signalements de l'Arabie Saoudite aux autorités allemandes qui ont mené leur enquête. Et je crois qu'il y a encore à peine l'année dernière, cette enquête avait conduit à la conclusion que cette personne ne posait pas de risque à la sécurité nationale allemande. Je pense qu'il faut rappeler quand même les seuls faits dont on est au courant aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'un réfugié saoudien. Voilà. Et au-delà des motivations, ça c'est vraiment l'enquête qui va les révéler. Et ce fait étant là, on peut toujours vraiment se poser la question, comment ça se fait qu'on laisse sur le territoire des personnes qui sont manifestement en fait dangereuses, ou à partir du moment où il y a même un pays qui nous dit faites attention à cette personne, pourquoi on ne le prend pas plus au sérieux et pourquoi est-ce qu'on garde ces personnes sur le territoire national? Est-ce que ces opérations servent à quelque chose? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Je pense qu'on a un peu la réponse, parce que dans ce même quartier, en avril dernier, on a enchaîné un nombre d'opérations place nette conséquent, et on voit que 6 mois plus tard, on est toujours dans la même situation. Donc, il y a... et ça, Bruno Retailleau l'avait bien dit, il faut changer vraiment de paradigme et passer à la vitesse supérieure sur le narcotrafic. Et ça veut dire aller frapper au portefeuille, à la fois ceux qui achètent et aussi ceux qui dealent. Il faut rappeler quand même que, disons, Al Capone et les mafieux sont tombés beaucoup pour des affaires fiscales et non pas pour être pris la main dans le sac de ce type d'affaires. Donc, il faut retrouver une présence policière plus importante, effectivement, mais c'est surtout la réponse judiciaire derrière qui est importante. Et là-dessus, on a toujours un temps de retard. Quand les policiers ont de quoi être dépités, quand à chaque fois qu'ils attrapent, qu'ils arrêtent un dealer ou un narcotrafiquant, un cambrioleur, etc., qui le relâchent ensuite immédiatement par la justice, c'est un vrai souci. Donc, sur le sujet, il faut reprendre ces quartiers à tous les niveaux. Et parce que, honnêtement, la courbe est terrible. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu plus de narcomicides, donc de morts dans les règlements de compte dans les 3 dernières années, que dans les 50 ans entre 1950 et 2000. Donc on est sur une pente dramatique. Oui. Et pas du tout d'accord sur ce point-là. Pourquoi? Parce que toutes les études médicales, donc publiées dans le Lancet par exemple, montrent que si on regarde les drogues dans l'ordre d'à quel point elles sont addictives, la drogue la plus addictive, c'est l'alcool. Et ensuite, c'est l'héroïne. Derrière, le cannabis et la cocaïne sont en bas du classement. Donc là, on n'est pas... C'est de la culture de l'excuse de dire que ces gens-là, oui, les pauvres, ils sont addicts. Ah non, c'est pas ce qui a été dit. À la drogue. On a parlé d'agir sur le consommateur. Mais justement, la drogue aujourd'hui, elle est partout, on l'a dit. Il n'y a pas d'offre sans demande. Elle est même à l'Assemblée nationale. Précisément. Et donc, le point, c'est qu'aujourd'hui, il faut que l'impunité des consommateurs de drogue, qui ne sont pas des victimes d'addictologie, en tout cas en ce qui concerne le cannabis et la cocaïne, soit sévèrement réprimée. C'est faux. Non, mais vous êtes hors sol là aujourd'hui. Oui. Personne n'a parlé de victimisation. J'ai parlé tout à l'heure de fermeté. Vous entendez ce que vous voulez entendre? Je vous dis qu'il y a un manque de moyens. Il y a des. Alors attendez, vraiment frapper les consommateurs. Bon, allez, ce sera le mot de la fin. Merci Florian Gérard. Merci d'avoir